Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Marine Martinez. J'ai plusieurs expériences d'entrepreneuriat et je pilote actuellement l'accélérateur de start-up d'un grand groupe français dans le domaine des transports publics. Je suis ravie d'animer ce séminaire, Se parler pour mieux s'entendre, dont le thème central est la relation entre start-up et grands groupes. Et ce premier séminaire est le premier d'une longue série. Ce webinaire est proposé par le Startup Leadership Programme et le MEDEF. Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France. Plus de 95% des entreprises adhérentes au MEDEF sont des PME. Et le Startup Leadership Programme est le premier accélérateur international à but non lucratif qui fédère une communauté d'entraide entre entrepreneurs pour s'aider mutuellement à relever les défis du quotidien. Et pour l'avoir fait, je recommande. Donc aujourd'hui, nous avons un format qui privilégie les témoignages et les échanges. Nous avons un superbe panel aujourd'hui qui regroupe à la fois des fondateurs de start-up, des patrons de grands groupes, des représentants des institutions, des spécialistes en finance et en innovation. Donc ce rendez-vous est riche en contenu. Donc le programme, si vous voulez bien. Dans un premier temps, nous vous présenterons les résultats d'une récente étude sur le marché du M&A entre start-up et grandes entreprises. Ensuite, nous échangerons également sur les délais de paiement, un sujet qui est encore plus compliqué avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et ensuite, nous vous donnerons quelques conseils pour réussir votre processus de contractualisation avec un grand groupe. Donc, sans attendre, car nous avons voulu ce format volontairement court et efficace, je cède la parole à Jonathan Villiers et Jean-Marc Bally pour nous présenter les résultats de l'étude réalisée par le cabinet de conseil Asterfab. Asterfab est la filiale de la société de capital innovation Aster. Donc, Jonathan Villiers, Jean-Marc Bally, bonjour, bienvenue. Est-ce qu'ils sont là? En route l'audio. Bonjour, c'est Jean-Marc Bally en tout cas. Bienvenue. Et Jonathan arrive. Très bien. Donc peut-être, Jean-Marc, si vous pouvez nous présenter Asterfab rapidement. Ou Jonathan, tu veux commencer oui, on peut. Asterfab, donc c'est une structure de conseil. On a conduit l'étude donc justement avec le MEDEF sur le sujet qu'on va vous présenter très succinctement. Et c'est une structure de conseil en stratégie et innovation qu'on a lancée il y a un peu plus de 2 ans dans le cadre de notre activité principale Aster, qui est, comme vous l'avez dit, une activité de capital investissement où on est amené depuis plus de 20 ans à investir au capital de start-up en Europe et en Amérique du Nord notamment. Voilà. Très bien. Jonathan, tu veux dire un mot ou sinon je démarre? Oui, non, bah écoute, tu as dit l'essentiel, vu qu'on n'a que 10 minutes, je pense qu'on peut avancer. Je sais pas par contre s'il est possible de partager des slides ou pas. Je vois pas de bouton particulier pour partager, mais on peut commencer sinon à l'oral et puis faire avec les questions juste sans support pour cette fois sinon. Bon, enfin, sinon on peut, on démarre dans le contexte. Pour juste reprendre le sujet, en fait, on a conduit une étude qui portait sur justement les startups au sens cible d'acquisition ou intérêt en termes d'acquisition. Et pour juste mettre les éléments d'intérêt, en fait, on considère à peu près qu'il y a 1 million de startups dans le monde à ce jour. Et grosso modo, on peut considérer qu'il y a un taux de succès de l'ordre de 2%. Ça, c'est classique. C'est un taux de succès qu'on a analysé depuis pas mal de temps. Et ce qui fait que sur ce million de startups, qui a un nombre qui justement évolue, mais avec un fort taux de mortalité et en tout cas un faible taux de succès, ça fait quand même à peu près 20 000 startups qui vont devenir des objets très significatifs, des entreprises très significatives. Et si on met ça en parallèle du nombre de sociétés cotées dans le monde, qui sont, on considère qu'il y a à peu près 50 000 sociétés cotées, on voit que les startups représentent quelque chose de très significatif en termes de remise en question et finalement de l'ordre établi, premièrement. Et deuxièmement, en termes de cible d'acquisition ou d'intérêt pour être intégré dans des entreprises un peu plus matures, elles représentent bien entendu un vecteur d'intérêt et de renouveau, en tout cas d'intégration extrêmement considéré, on va dire.
Et l'étude porte principalement sur les relations dans le cadre d'un make or buy study. Donc, est-ce qu'il faut, quel est l'intérêt d'intégrer une startup et quelles sont les considérations à avoir avant de faire une acquisition d'une startup pour un grand groupe? Je vais laisser Jonathan prendre le détail de la. Merci Jean-Marc, parce que c'est vrai, donc une des questions, on va dire, sous-jacentes à cette étude, c'était de comprendre quelles étaient les mesures à prendre au niveau de la France pour faciliter le développement de startups à une échelle, on va dire, un peu plus importante que ce que l'on peut voir, notamment outre-Atlantique, qui va servir un petit peu de standard. Et donc, ça pose des questions en termes de fonds disponibles pour accélérer le développement des startups. Et ça crée une question sous-jacente sur la souveraineté donc des sociétés, de se dire qu'à partir d'un certain moment, un certain niveau de levée de fonds, si nos startups nationales ou européennes ne sont pas capables de se financer auprès d'acteurs locaux, elles vont aller chercher des capitaux en Amérique du Nord, en Asie, et on va en quelque sorte perdre l'opportunité aussi de pouvoir grandir avec ces sociétés-là. Ce sont des sociétés qui vont aussi atteindre donc des niveaux de capitalisation et donc des niveaux de prix qui peuvent être un peu trop élevés pour favoriser les dynamiques de rachat et de fusion-acquisition. Donc on s'est passé dans cette posture-là. On a réalisé donc une analyse sur un ensemble de startups à l'échelle européenne et un ensemble de deals, donc de transactions d'achat entre les pays principaux en Europe niveau startup et acquisition, donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis qui ont servi un petit peu de benchmark. Et donc, le premier élément que l'on a noté, c'est que l'âge moyen d'exit pour les startups françaises était, par exemple, bien plus élevé que l'âge moyen des exits pour les startups américaines ou même allemandes. Donc, on arrivait à un âge moyen de la startup française autour de 11 ans avant son exit, quand on est plutôt à 9 pour les États-Unis. Et cela tout en ayant en parallèle, on va dire, un montant moyen de la transaction bien plus faible pour les sociétés françaises que pour les sociétés européennes, puisqu'on est autour de 30 millions de dollars d'acquisition en Europe contre à peu près 100 millions aux États-Unis. Donc sur des données tirées entre 2017 et 2018. Donc on est allé regarder ensuite la décomposition de ces acquisitions pour mieux comprendre où est-ce que on va dire que le bas blessait. Et on se rend compte qu'en France, la majorité des acquisitions qui sont réalisées, donc sur des startups françaises, ce sont pour des sociétés qui sont allées jusqu'au niveau de la série A d'investissement, donc qui ont eu, on va dire, 2 à 3 cycles de financement plutôt de taille modérée. Quand on voit qu'aux États-Unis, la dispersion des rachats entre les différents stades de financement est beaucoup plus varié et on va avoir un équilibre assez fort entre des sociétés qui sont soit en amorçage, en série A, B, C et D, et donc ce qui montre aussi une plus grande perméabilité, une plus grande malléabilité des écosystèmes. Donc l'enjeu a été de comprendre derrière ces éléments un peu macro ce qui pouvait gêner d'un point de vue culturel, d'un point de vue relationnel, ces échanges-là. Et donc, on a conduit des entretiens qualitatifs à la fois avec des dirigeants de grandes entreprises qui avaient réalisé des rachats de start-up ou bien qui avaient eu à réaliser l'intégration opérationnelle de ces start-up dans l'activité historique, et également auprès d'entrepreneurs qui avaient réalisé des exits auprès de grands groupes. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 2 courbes inversées. Donc, on avait, c'est dommage que je puisse pas partager mon écran, on avait 2 courbes qui forment un X, donc avec d'un côté donc de l'abscisse, on va dire les différentes étapes de l'activité d'acquisition, donc entre les premières négociations, donc entre le scouting de start-up, donc la recherche du bon interlocuteur, l'analyse, et ensuite le processus de M&A en tant que tel, et donc l'intégration post-acquisition ensuite. Et en axe des ordonnées, on avait tout simplement le niveau de difficulté perçu par les interlocuteurs. Et donc, on se rend compte que chez les startups,
le plus grand niveau de difficulté est vraiment sur la phase intégration post-acquisition, où il y a en général un vrai gap culturel qui se pose, et donc un certain mal-être à réussir à continuer aussi l'activité dans un cadre qui est au final très loin de celui dans lequel ils avaient développé le projet initialement. Et côté corporate, on se rend compte que la partie plutôt pré-matching, donc sourcing et analyse, est là où on reçoit le plus de signaux, pas de détresse, mais en tout cas de recherche d'accompagnement, puisqu'il faut naviguer à travers cet écosystème de plus en plus fourmillant de start-up. Par contre, une fois la décision de M&A actée, l'intégration est un procédé un peu plus maîtrisé, plus standardisé, et donc disons que les process et les démarches sont plus simples. Donc voilà, je vais laisser Jean-Marc terminer avec les éléments, on va dire, un peu de conclusion sur ces aspects culturels qui sont vraiment au cœur de la réussite de ces mécanismes. Ok. Donc, ce qu'on voit en conclusion de cette analyse, c'est deux choses. Premièrement, les acquisitions réalisées en France sont quand même finalement plus sur des séries en amont, donc c'est plus des acquisitions de techno ou d'offres, mais pas complètement forcément avérées, ou en tout cas pas dans un état de développement élevé, contrairement à ce qu'on peut imaginer aux États-Unis, enfin soit aux États-Unis. Et deuxièmement, en fait, on voit qu'il y a une différence majeure entre la perception des startups et des grands groupes dans le modus operandi de l'acquisition. Et en fait, on se rend compte que dans la démarche, il y a quelque chose qui est souvent oublié, c'est la valeur d'attachement des entrepreneurs à leur société, puisque une startup est par principe une startup qui réussit, donc qui fait l'objet d'une acquisition, est vraiment dans une dynamique de survie initiale, puisque le seul moyen pour une startup de réussir, c'est d'éviter d'échouer, ce qui n'est pas complètement l'ADN ou la philosophie d'un grand groupe, généralement. Et cette valeur émotionnelle, elle est souvent peu prise en compte dans le processus d'acquisition, qui met beaucoup l'accent sur l'évaluation de l'acquisition en amont, et très peu d'emphase sur l'intégration, donc la partie post-intégration ou post-acquisition, qui finalement se préoccupe beaucoup moins de l'acclimatation et de la mise en œuvre de l'intégration de la société et de ses membres dans le futur groupe, enfin dans le groupe. Et finalement, ça crée des biais ou des incompréhensions de la part des entrepreneurs notamment, parce qu'en fait, ils se retrouvent finalement noyés dans quelque chose qu'ils ont mal préparé eux-mêmes, et avec des cycles de décision qui sont beaucoup plus longs, avec une acclimatation qui n'est pas complètement évidente. Et c'est une des raisons, en fait, ces gaps, enfin ces écarts culturels forts font que c'est un des sujets qui crée un peu de stress sur ces process d'acquisition. Donc, clairement, on voit qu'il faut énormément se préoccuper de la partie post-acquisition pour réussir en intégration, beaucoup plus mettre l'accent sur une fusion, même si c'est une petite entreprise versus un grand groupe, mais il faut beaucoup plus fusionner ensemble que d'acquérir au sens récupérer quelque chose et le mettre dans un autre endroit. Et donc, se préoccuper beaucoup plus des facteurs culturels pour en faire un facteur de réussite. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair et s'il y a des éléments un peu de temps pour des questions. Marine, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on réponde rapidement maintenant ou si c'est quelque chose qui vient plus tard. Oui, on peut répondre. Du coup, cette étude Make or Buy, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est une des questions. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit disponible en ligne. Par contre, c'était destiné à être un livre blanc, donc on peut la partager sans trop de soucis. Ouais. Là-dessus, via nos adresses mail. Je la partage dans le chat. Je sais pas si c'est... Moi, j'avais une question. Comment vous expliquez qu'on n'ait pas encore beaucoup de retours d'expérience d'entrepreneurs post-intégration? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à partager leur expérience? Est-ce qu'on ne les incite pas à partager cette expérience? Et quelles sont vos recommandations? Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a
le constat, les entrepreneurs sont plutôt des gens qui décident rapidement, et donc ce qu'ils font souvent, c'est que quand ils sont mécontents ou pas satisfaits, disons que la conclusion est assez claire et ils ont tendance à quitter et après à exprimer leur désamour ou autre. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Il y a quand même des acquisitions intéressantes qui se pratiquent et qui ont des résultats très satisfaisants avec des entrepreneurs ou chefs d'entreprise de start-up qui deviennent des membres à part entière de l'entreprise qu'ils ont rejointe. Il y a un cas assez positif, c'est Netatmo avec Legrand, où le CEO de Netatmo est devenu, il me semble, le CTO de Legrand, par exemple. Mais c'est juste, tout se passe pas mal, hein, faut pas du tout considérer ça. Mais par contre, il y a souvent le côté déconnexion entre la manière de faire des uns et des autres. C'est pas pour critiquer qui fait bien, qui fait mal, mais c'est juste, il y a un désalignement qui se produit souvent une fois que l'acquisition est réalisée, puisque c'est souvent considéré comme un projet d'acquisition par l'entreprise acquérante, alors que pour l'entreprise qui se fait racheter ses membres, c'est plutôt une nouvelle aventure qui démarre et sur lequel, en fait, ils n'arrivent pas à reprendre des bons fondements, en fait. Voilà. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. On parlait de cette difficulté à trouver le bon interlocuteur pour faire ce matching aussi, start-up grand groupe, dans les process de levée de fonds, qui sont souvent des process longs, fastidieux, aussi pour des montants modestes en France, pour la plupart. Voilà. Donc, comment, quand on est une start-up, on trouve le bon interlocuteur, le bon retour d'expérience? Est-ce que vous avez des idées, des conseils? La question est compliquée puisque donc côté entrepreneur, côté start-up, la recherche d'acquisition en tant que telle est généralement un mauvais réflexe ou en tout cas on voit des signaux, on va dire, un peu compliqués à traduire. Donc en général, le premier pas de contact entre une start-up et un grand groupe, c'est plutôt dans une démarche commerciale ou de partenariat stratégique. Donc à ce niveau-là, trouver le bon interlocuteur est censé quelque chose qui est facilité par le développement des entités justement qui sont censées faire cette réallocation des contacts en interne, donc les départements Open Innovation, les départements Corporate Venture Capital, certaines sociétés qui s'associent avec des accélérateurs notamment également pour faciliter cette étape de sourcing, qualification et qui ont ensuite un besoin de mettre en place des processus disons, de fléchage et d'orientation des différents projets en interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est en maturation globale. Disons que les initiatives sont généralement là, après avec des niveaux de performance et de maturité différents. Mais donc le premier pas, c'est quand même de convaincre d'un point de vue opérationnel que la solution apporte quelque chose à la société. Donc il y a ça à voir en compte. Et si on regarde donc de l'autre côté, donc point de vue grande entreprise dans leur discours vis-à-vis des startups, on s'aperçoit qu'il y a une position assez souvent, alors pas forcément attentiste, mais un peu trop sûre de soi, où on peut voir donc, que certains départements Open Innovation ou Corporate Venture Capital se disent que parce qu'ils sont telle ou telle entité dans les leaders de leur secteur et un grand groupe, ça suffit en quelque sorte à être attractif aux yeux des startups. La réalité aujourd'hui, c'est que l'offre sur le marché d'accompagnement de startups est extrêmement variée, extrêmement importante, et que des acteurs qui ne sont pas forcément en concurrence directe sur leur cœur de métier peuvent l'être dans leur département Open Innovation et Investissement, puisque les barrières disons que les limites sectorielles sont un peu plus floues. Et donc, il y a un vrai travail de marketing et de branding à faire de ces départements Open Innovation et Corporate Venture auprès des startups et réfléchir à ce qu'est réellement leur proposition de valeur. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup Jonathan, Jean-Marc pour votre intervention. C'était très intéressant et ça nous pose bien aussi le sujet de la relation startup grand groupe. Donc, je vous propose maintenant de passer à notre première table ronde. Cette table ronde est dédiée au délai de paiement, qui est un des grosses problématiques pour les startups. Ce délai, les grands groupes ont des délais à 60 jours en moyenne. Donc, voilà, et quand on est une startup, on doit manager sa trésorerie, c'est compliqué. Donc, je vous propose tout d'abord un témoignage de start-upper. Il s'agit de Younes Lemrabé, le CEO de EverySense,
qui est une start-up lilloise dont les solutions permettent aux entreprises de planifier et de suivre en temps réel tous les flux de leur supply chain. Je vous laisse découvrir Younes. Bonjour à tous, Younes Lemrabet, fondateur de la société Everysense. On est un éditeur de logiciels SaaS dans le monde du transport et de la logistique. J'avais 2 questions et merci de m'avoir donné l'opportunité de les poser. La première, c'est concernant le prolongement des délais de paiement pendant cette deuxième période de confinement. On travaille avec des grands groupes et des PME et on constate qu'il y a un prolongement assez important, ce qui affecte fortement notre trésorerie en tant que start-up. Et aujourd'hui, à ça s'ajoute que ce que je constate dans l'environnement, parce que je fais partie aussi de la French Tech, c'est qu'il y a quand même des difficultés à accéder à des moyens de financement court terme. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en tant qu'éditeur SaaS, on a un sujet maintenant qui est plutôt structurel, c'est qu'on a des contrats d'abonnement, en tout cas pour nous Everysense, de 3 à 6 ans d'engagement sur des contrats qui sont payés à l'avance de chaque trimestre ou annuellement. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution bancaire qui nous permet de financer ces contrats. Ça veut dire que je ne peux pas concrètement mobiliser le facteur pour pouvoir me faire payer de mes factures. Et si je vous rajoutais ça au fait qu'il y a un prolongement de délai de paiement actuellement, c'est un vrai problème. De l'autre côté, je pense que c'est une opportunité formidable pour les banques aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de sociétés tech qui ont besoin de ce type de financement. Si vous pouvez apporter une solution à ça, ça sera vraiment génial. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Et nous les remercions. Nous avons Thibaut Langsad, CEO du groupe Jouve. Nous avons Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Bonjour. Bonjour. Nous avons Anthony Stréchard, président de la GSC. Et nous avons Xavier Milin, directeur de Basic Finance. Donc, je vais commencer avec Thibaut Langsad. Donc, vous avez été start-upper. Vous êtes aujourd'hui le PDG du groupe Jouve qui compte 2000 collaborateurs. Comment cette expérience d'entrepreneur guide votre action aujourd'hui dans les partenariats que vous créez avec des startups et PME et comment vous intégrez justement ces problématiques de délai de paiement qu'on a pu souligner Younes? Bonjour à toutes et à tous. Ce qui a été exprimé, ça, nous l'avons vécu dans les phases d'amorçage et de démarrage de mes aventures entrepreneuriales. C'est pour ça, pendant la crise Covid, notamment au moment où on est arrivé en confinement, dans notre entreprise, on a décidé de payer tout de suite les entreprises, les TPE, les PME, pour alléger au maximum leur trésorerie. Donc, on a entrepris ce processus parce que il me semblait utile et nécessaire que dans une situation tendue, on puisse, on va dire, protéger les petites et moyennes entreprises. Après, j'ai envie de dire, dans mes débuts entrepreneuriaux, la question des délais de paiement était éminemment sensible parce que quand vous avez une structure légère et peu de trésorerie, le développement de vos POC, le développement, on va dire des premiers modules nécessite du financement. Alors il y a un phénomène qui est un peu la poule et l'œuf, c'est que quand vous êtes start-upper et que vous enclenchez un grand contrat, notamment avec des grandes entreprises, souvent la grande entreprise se méfie du fait que vous allez vous positionner, vous pourriez vous positionner en situation de dépendance économique avec un client unique. Donc vous avez une problématique qui sera le paiement qui reviendra après, mais avant de contractualiser avec l'entreprise, il va falloir négocier le fait que votre objectif est de développer une solution, pas forcément de vous faire racheter ou vous mettre en situation de dépendance économique pour que la petite équipe que vous avez créée, on va dire, dans une logique entrepreneuriale, se retrouve sous la coupelle d'un grand groupe. Donc, je pense que la législation doit évoluer et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez génial en fait compte. Là, et c'est ça le secret, on va dire, de cette dynamique américaine, c'est que on vous met de l'argent sur la table et on vous met de l'argent sur la table tout de suite
pour pouvoir financer votre POC, pour pouvoir financer, on va dire, les premiers développements sans considération de dépendance économique et bien évidemment sans considération de délai de paiement puisqu'on vous met du cash tout de suite pour pouvoir délivrer. Alors les conditions juridiques sont draconiennes, ça c'est la contrepartie, mais au moins vous êtes dans cette capacité de pouvoir vous mettre dans la situation qui est de délivrer le service qui est la clé de votre, on va dire, de votre développement entrepreneurial. Et c'est là où, en France, non seulement on a cette problématique de délai de paiement, mais on a aussi quelque chose qui est très prégnant dans la loi, qui est la situation de dépendance économique. Après, sur les délais de paiement, ce qui est compliqué, c'est que, et là, Pierre Pelouzet en parlera à côté médiateur, c'est que quand vous êtes une jeune entreprise et que vous êtes à feu faible, par conséquent, vous n'avez pas des fonds propres qui vous permettent de pouvoir tenir et que vous avez une trésorerie qui est extrêmement tendue, quand votre client ne paye pas, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous le relancez aimablement, vous lui faites comprendre que c'est difficile, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller, on va dire, dans un processus graduel de montée en tension pour le faire payer compte tenu du fait que vous n'êtes pas du bon côté du manche. Alors, à mon époque, on n'avait pas les fameux dispositifs facteurs de reverse factoring, c'était plus artisanal et je dois reconnaître que depuis 3-4 ans, à la fois avec l'aide de BPI, à la fois avec l'aide des banques qui ont joué un rôle important, ont mis en place des outils financiers qui permettent de pouvoir alléger assez rapidement, on va dire, sa trésorerie si on a quelques clients qui ne payent pas. Après, le processus, je ne vais pas dire qu'il est ultime, et c'est de saisir la médiation qui interviendra généralement, et Pierre le dira, avec un pourcentage extrêmement élevé, avec un niveau de satisfaction qui est très fort. Mais quand vous êtes entrepreneur, saisir la médiation, c'est un peu paradoxal. Vous êtes là pour développer votre activité, pas forcément pour être dans une démarche, et Pierre me contredira, précontentieuse, ou en tout cas d'hostilité, et c'est là où il faut travailler encore sur la pédagogie auprès de la médiation, et c'est quelque chose qui est un réflexe qui n'est pas forcément aisé. Alors les banques ont un rôle important, je parlais du reverse factoring, le rôle de BPI notamment auprès de l'écosystème entrepreneurial met en place des dispositifs, notamment si vous travaillez avec les collectivités locales, territoriales, pour pouvoir financer cette démarche. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je dois reconnaître que au début de cette aventure entrepreneuriale, les dispositifs étaient difficilement accessibles parce que méconnus et qu'on n'en faisait pas, on va dire, la promotion. À mon époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, quand vous mettiez en place un facteur dans une entreprise, c'était quand même l'antichambre de la difficulté. En tout cas, ça va envoyer un signal à votre entreprise que vous étiez déjà en difficulté puisque vous étiez en train de faire mentir vos factures parce que vous aviez une trésorerie tendue. On a dépassé ces tabous aujourd'hui et c'est quelque chose qui est beaucoup mieux appréhendé. Alors, il y a le rôle des entreprises. Nous avons eu à travailler avec les collectivités locales, territoriales. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que autant une entreprise, vous êtes dans un delivery, vous êtes avec des acteurs qui sont plus proches en termes de proximité. C'est plus compliqué avec une administration, c'est plus dilué, c'est pas toujours accessible. Et donc, ça relève là d'un parcours du combattant plus long, plus difficile auquel il faut être attentif. Je pense que c'est la clé. On est le seul pays on contredira peut-être, à avoir cette tension de délai de paiement, grands groupes, petites entreprises, toutes petites entreprises, entreprises de taille intermédiaire. C'est un sport, on va dire, quasi national. Et je livrerai une dernière anecdote. Moi, je la raconte régulièrement. Quand j'ai développé des solutions de paiement, on a travaillé avec un grand opérateur en 3 lettres qui voulait développer des cartes prépayées. Alors, on a travaillé avec lui, on a présenté nos solutions et l'opérateur était extrêmement exigeant. Voulait que on lui présente le caractère innovant de notre solution, la robustesse de nos fonds propres, évidemment une étude tarifaire économique très poussée, et on s'en sortait pas. C'était long et compliqué. En parallèle, on a travaillé avec un opérateur allemand, et l'opérateur allemand, sa première réaction, c'est de dire, mais si vous descendez vos prix,
parce qu'on a compris que vous étiez une petite entreprise. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez ne pas vous affaiblir? Si vous défendez vos prix, est-ce que vous allez avoir un niveau de marge suffisant pour pouvoir correctement vous développer? Quelle est la robustesse de vos fonds propres si demain on veut aller conquérir d'autres pays ensemble? Comment on peut vous aider? Et bien évidemment, là, on avait deux écrans qui étaient totalement opposés, un opérateur bienveillant qui était prêt à nous accompagner, à nous donner des moyens complémentaires pour s'assurer qu'on allait pouvoir délivrer. Évidemment, la question des délais de paiement se posait pas parce qu'on était payé même en avance. Et puis un opérateur qui était méfiant, défiant, dont on savait pas très bien s'il voulait s'instruire, s'inspirer de ce qu'on avait réussi à développer. Voilà un peu cette opération contrastée. Je vous fais pas de schéma. On a choisi de travailler avec un opérateur allemand et on peut le regretter. Mais c'est une approche qui est totalement différente dans d'autres pays. Une fois de plus, parce que je pense que c'est un élément important. Il n'y a pas cette situation, cette notion de dépendance économique, de danger qu'il peut y avoir si une entreprise est en difficulté. Ce qui aujourd'hui est encore prégnant dans notre entreprise, enfin dans notre pays, pardon. Très bien. Merci beaucoup Thibaut. Du coup, je rebondis. Pierre Pellouzet, vous êtes le médiateur des entreprises. Aujourd'hui, la crise sanitaire doublée de la crise économique exacerbe ce côté David contre Goliath. Donc, quelles sont vos solutions pour faciliter la médiation, selon vous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, heureux de participer et de pouvoir rappeler ce que fait la médiation. Mais j'allais dire, le titre de ce webinaire donne à peu près tout ce qu'on fait. Se parler pour mieux s'entendre. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. On va peut-être adopter ça comme motto dans la médiation. Mais c'est ça, en fait. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on se parle et surtout est-ce qu'on s'entend. Et en particulier, dans des relations extrêmement déséquilibrées, comme celle dont on est en train de parler, une start-up, un grand groupe. Déjà, ils ont du mal à avoir le même vocabulaire, ils ont du mal à se parler parce qu'il y a des problèmes d'échelle, de taille, de numéro de bureau, de montée dans les étages qui font qu'on n'arrive pas à communiquer avec la bonne personne. Entre la barrière de la secrétaire, du web, de la messagerie, etc., on ne sait plus se parler. Et alors s'entendre vraiment, ça devient une étape supplémentaire. Et pourtant, on a un besoin crucial, et Thibaut l'a rappelé, de confiance quand on travaille notamment dans ces relations nouvelles, déséquilibrées en termes de taille entre des startups et des grands groupes. Et nous, notre objectif en tant que médiateur, c'est ça, c'est recréer de la confiance. Et donc, face à des sujets comme celui dont on est en train de parler, les retards de paiement, le but est évidemment pas de faire du recouvrement, on n'est pas des huissiers, on n'est pas le tribunal de commerce, mais d'abord de rétablir un dialogue, d'arriver à faire en sorte que le patron de la startup et son interlocuteur ou un autre interlocuteur qui est responsable de ça dans le grand groupe puissent se parler, puissent se comprendre, puissent s'expliquer, que chacun voit les contraintes de l'autre, comprenne pourquoi ces paiements n'arrivent pas, ou pourquoi ce contrat a été modifié, ou pourquoi il y a un problème de propriété intellectuelle, et petit à petit les amener à recréer un lien de confiance qui les amènera ensuite à trouver une solution. Et comme le disait Thibaut, ça marche formidablement bien dans les 3/4 des cas. Quand on est saisi et que la médiation commence, on aboutit à une solution qui n'est pas la solution du médiateur. On n'est pas un expert, on n'est pas un juge, on n'est pas l'avocat non plus d'une des deux parties. On est vraiment là pour accompagner la création de cette solution. Et on voit que les deux parties y arrivent, encore une fois, dans les 3/4 des cas. Pour le rappeler, donc, c'est un service public. C'est important de le dire parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire d'abord que c'est gratuit. Moi, j'ai passé ma vie en entreprise, donc je suis heureux aujourd'hui, depuis 8 ans, d'offrir un service gratuit aux entreprises et qui a en plus la double spécificité d'être confidentiel. Et ça, c'est ce qui fait une grande partie de son succès, c'est-à-dire vous n'entendez pas parler des médiations sur la place publique et c'est le but. Le but, c'est que justement, on puisse se parler sans que ça sorte, sans qu'on soit obligé ensuite d'aller au tribunal ou ailleurs ou dans les médias, et trouver des solutions ensemble. Donc c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est rapide. On est tous bien conscients de l'urgence que représente une facture pas payée ou un contrat qui a été modifié ou toutes sortes de difficultés avec un acteur privé ou public. Je reviens sur ce qu'a dit Thibaut là aussi. On fait bien entendu des médiations aussi avec les acteurs publics. C'est en gros 30% de nos médiations. Et donc, grâce à ces trois atouts, gratuité, confidentialité et rapidité, on arrive à aider les entreprises sur l'ensemble du territoire. On a 80 médiateurs aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. La moitié d'entre eux sont des agents de l'administration,
en région qui sont formés bien sûr à la médiation. Ce que j'ai dit a l'air simple, mais c'est mieux d'être formé. L'autre moitié sont des retraités bénévoles, anciens industriels, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, donc qui ont un vécu extraordinaire. Donc voilà, cette équipe de 80 personnes est là pour vous aider. Il suffit de nous saisir sur médiateurdesentreprises.fr. Dans la semaine qui suit, vous êtes rappelés et puis vous êtes accompagnés dans cette médiation. Voilà, en 2 mots pour compléter, on a aussi d'autres outils parce que venir en pompier en médiation, c'est bien, mais c'est bien aussi de faire bouger les choses en amont. On a une charte de bonnes pratiques qui est signée par plus de 2000 entreprises et administrations aujourd'hui, qui comprend bien entendu aussi un article sur les retards de paiement et le fait de les éviter, et sur la médiation et le fait d'accepter de venir en médiation systématiquement. On a même un label pour ceux qui veulent aller plus loin. On travaille enfin, et ça peut intéresser un certain nombre de startups, sur le crédit impôt recherche, d'une part en faisant des médiations entre les entreprises et l'État si besoin est, mais aussi en ayant créé un référentiel, un référencement des cabinets conseils qui travaillent sur le crédit impôt recherche. Ça aussi, tout ça, vous le trouverez sur le site médiateurdesentreprises.fr. Voilà, j'en dis pas plus pour pas être trop long. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant de connaître ce site et tout ce process d'accompagnement qui de plus est gratuit. Donc, merci beaucoup. On mettra le lien du site dans le chat. Voilà, merci en tout cas. Anthony Stréchard, vous êtes chef d'entreprise et président de la GSC, qui est l'association qui répond aux besoins de protection contre le chômage des indépendants. Pour vous, concernant la gestion de cette problématique des délais de paiement, est-ce que la clé sur ce sujet, c'est pas l'anticipation? Alors, merci, bonjour à tous et à toutes. Oui, puis je vais rebondir aussi on a régulièrement l'opportunité d'échanger avec Thibaut, avec Pierre sur la problématique déjà des startups, parce que je me prends un coup de calendrier, parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, je montais mon entreprise avec mon associé, donc on était dans un 20 mètres carrés dans une pépinière. Donc le côté startup, on le connaît, et on pense toujours l'être, parce que même si on est une trentaine de personnes maintenant, on est toujours dedans. En même temps, je suis président de l'association GSC et on travaille beaucoup sur la protection des chefs d'entreprise, l'appropriation et la gestion, d'essayer de gérer et d'anticiper la notion du risque. Et je reprends même l'intervention initiale, dire qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, quand on crée une start-up, le taux de réussite et le taux de survie à 5 ans est très faible. Donc, il faut prendre conscience de l'inconnu, il faut prendre conscience de la difficulté. Et je vais venir appuyer sur 2 sujets qu'ont largement ouvert Thibaut et Pierre, qui sont qu'à un moment donné, le déséquilibre entre on crée une entreprise, on est petit, mais on est innovant, on peut avoir quelque chose de fantastique. Comment je négocie, comment je rééquilibre cet écart entre un grand groupe ou un gros client. Ce n'est pas que les grands groupes, ça peut être une PME, une ETI, sur comment je vends mes prestations et ainsi de suite. Tous les start-upers, tout chef d'entreprise doit avoir conscience, l'accepter et te dire comment je fais pour l'améliorer. Rééquilibrer, comme disait Pierre, ce rapport, et ce n'est pas un rapport de force, c'est-à-dire est-ce que je crée une relation pérenne dans le temps avec mon client. Alors, la notion de client, parce que c'est ce que disait aussi Thibaut, je vais prendre pour les anciens que nous sommes pour certains, je vais m'amuser à faire un parallèle avec les inconnus. Il y a les bons clients et les mauvais clients. Donc, à un moment donné, oui, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, puis il y a les bons clients et les mauvais clients. Si à un moment donné, vous avez une prestation, si votre service, votre innovation, quand vous la vendez, quand vous négociez, le délai de paiement est votre problématique. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Se dire aujourd'hui, je suis une petite entreprise. Là, vous me proposez un cahier des charges de dingue avec un délai de paiement, alors 60 jours plus les délais de traitement et ainsi de suite, 90, 120 jours. Moi, je suis patron d'une entreprise, ce délai-là, je ne peux pas l'accepter. Donc, dès le départ, l'argent, il ne faut pas avoir peur d'en parler, même quand on négocie un contrat. Et vous allez être surpris que vous allez avoir certains clients qui ont, si votre proposition de valeur est importante, ils vont dire, écoutez, exceptionnel vous, ce n'est pas 60 jours, c'est à réception par étape du projet, c'est à 30 jours, c'est à 15 jours et ainsi de suite. Donc, de parler de sa trésorerie, de parler de sa problématique, de la mettre dans le jeu, vous allez choisir, même si on cherche tous à créer et d'avoir de nouveaux clients, on cherche tous à avoir de bons clients. Donc, quand un chef d'entreprise, je suis désolé, on a une co-responsabilité, le chef d'entreprise
il a une co-responsabilité quand il se retrouve, hélas, à utiliser les services que supervise Pierre, de se dire à un moment donné, au fait, est-ce que moi-même, je suis pas allé me foutre dans le mur parce que je voulais surtout pas parler de l'argent, de la problématique de développement. Quand on parle de ça, on crée des partenariats beaucoup plus forts et fantastiques. Pour revenir sur l'intervention initiale, donc à un moment donné, c'est le choix des clients, de poser à plat, de ne pas avoir peur de parler de l'argent, de ne pas avoir peur de parler du délai de paiement, parce qu'aujourd'hui, il y a le syndrome de mourir guéri. Alors, j'ai des clients, j'ai plus de trésor, je meurs, je finis au tribunal de commerce, et moi, c'est hélas les dossiers que je vois de l'autre côté au niveau de l'association GSC, où à un moment donné, vous récupérez des gens qui avaient un bon modèle économique, un beau projet, et qui sont là, économiquement, ils sont hélas partis dans le cimetière d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quand même primordial. Et ça revient sur le sujet clé, je veux dire, c'est le dernier message que je vais essayer de passer, c'est que la trésorerie, votre trésorerie de votre entreprise, de votre start-up, si aujourd'hui vous le mettez, c'est le nerf de la guerre. Donc à un moment donné que vous voulez créer ou négocier avec un client, si vous avez une trésorerie forte, vous avez le temps de négocier, vous avez le temps de vous développer. Et même dans la notion initiale en préambule qui était sur des positions de partenariat et de rachat d'entreprise, de projet industriel pour grandir, quand vous avez de la trésor, vous avez le temps de négocier. Quand vous n'avez pas de trésor, vous n'avez pas le temps et c'est là où, en fin de compte, vous acceptez des choses qui seraient inacceptables si vous aviez un temps sur peu de trésor. Donc, quand vous avez un focus qui est « je développe mes clients et je choisis les bons clients et je supervise ça avec ma trésorerie », généralement, on évite beaucoup de choses. Ça, c'est pas une patte de lapin. L'entrepreneuriat est fantastique et on le vit au quotidien. À un moment donné, il faut quand même, si ces deux ADN-là, ces deux leitmotifs, ils ne sont pas, pour tout start-upper, chef d'entreprise, quel qu'il soit, ce n'est pas votre ADN au quotidien, il y a des chances qu'on atterrisse dans le mur. Hein. Merci beaucoup, Anthony. Donc très intéressant, c'est vrai, il faut pas oublier de se sauver soi-même et d'anticiper et de pouvoir ne pas avoir peur de parler à ses clients de ses besoins. Il y a toujours moyen de négocier. C'est ce que je retiens. Maintenant, j'aimerais poser des questions à Xavier Milin, qui est fondateur de Basic Finance, une société spécialisée dans l'accompagnement financier des entreprises. L'accompagnement du start-upper ou de la grande entreprise sur le cash management, c'est aussi une solution qu'on peut pousser sur ce sujet? C'est clé en fait. Tout ce qu'il a dit était vraiment très intéressant parce que ça rejoint vraiment les conseils qu'on peut être amené à donner. Je pense en particulier à ce qui vient d'être dit par Anthony, juste un contrat, un partenariat, c'est pas simplement un prix ou un délai de livraison, mais c'est aussi des délais de paiement. Et ça se négocie en même temps. Et parfois, on peut même être amené à faire un peu d'effort sur le prix, mais à partir du moment où on sait qu'on est un peu mieux payé, c'est pas mal. Et pour revenir juste sur la question qui était posée par le jeune entrepreneur initialement sur son modèle SaaS, juste, je tiens à le féliciter parce que réussir à signer des contrats en SaaS sur des engagements à 3 à 6 ans, c'est une vraie valeur pour sa boîte. Et à mon avis, il faut quand même qu'il retourne voir son banquier parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de solution pour l'aider. Le facteur, ça marchera pas parce que le SaaS en factoring, pour l'instant, c'est compliqué. Mais par contre, il trouvera d'autres solutions qui pourront, à mon avis, l'accompagner. En tout cas, quand on accompagne les boîtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate des entreprises qui souffrent. Alors évidemment, la situation de ces derniers mois est encore pire que tout, donc on est en souffrance extrême, avec en effet des grands groupes qui soutiennent plus ou moins, on va dire, les entreprises, avec certaines boîtes qui ont déjà mis en place du factoring depuis 1 an ou 2 ans et qui se retrouvent maintenant avec, on parlait du factoring de manière assez positive. Moi, je suis un peu plus réservé sur le fait que les banques sont quand même un peu frileuse, avec des autorisations de crédit ou de garantie qui baissent, voire des clients plutôt reconnus sur la place qui sont plus garantis. Donc là aussi, au niveau du factoring, on rencontre quelques difficultés ces temps-ci. Et le rôle de gens comme moi, c'est justement d'accompagner les boîtes pour essayer de mettre en place les process, les bons outils pour essayer déjà de se faire payer à temps.
si possible, et ensuite éventuellement de recourir à d'autres solutions, dont la médiation par exemple. Simplement deux, trois points très rapides, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est souvent oublié aussi par les jeunes entrepreneurs, c'est tous les process de relance. Il faut pas oublier, il faut pas attendre d'être payé. Quand on envoie une facture, il y a un délai de règlement, un truc qui marche super bien, c'est con à dire, mais c'est simplement de faire de la pré-relance, c'est-à-dire vous envoyez un petit mot d'amour à votre client préféré et vous lui dites, mon client chéri, je te rappelle que tu as une facture à me payer dans une semaine, c'est ton échéance, n'oublie pas de me la payer, et si tu as un problème, tu reviens vers moi. Et rien que ça paraît très bête, hein, mais rien que ça, normalement, si on a un client qui est normalement constitué dans son cerveau et qui a un problème sur votre facture, il va revenir vers vous. Il va vous dire, la facture est pas bien rédigée, il y a un numéro de commande que j'ai pas, il y a un élément qui fonctionne pas. Là, vous allez déjà régler un certain nombre de soucis de délai de règlement. Ça va vous éviter de vous retrouver dans 60 jours à pas avoir été payé et à avoir votre client qui vous dit, bah non, je vous ai pas payé, votre facture, elle est pourrie, elle respecte pas les normes qu'on vous a données. Donc, vous me refaites une facture et je vais vous rajouter en plus des délais de règlement complémentaires. Et là, vous prenez, au lieu de 60 jours, vous en prenez 120. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des process qui sont pas si compliqués que ça, qui sont à mettre en place. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais ça peut déjà régler certains litiges, certains petits dysfonctionnements. Donc voilà, ça c'est un truc facile. Les autres sujets qu'il faut mettre en place, c'est qu'il y a des outils aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes plus tout seul. La numérisation, la digitalisation des relances, c'est pas déjà c'est plus très nouveau parce que ça existe depuis un certain temps. C'est connecté à vos outils de facturation, connecté à vos outils de comptabilité. Et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs sur le sujet. Je vais pas en citer un en particulier parce que j'ai pas de raison d'en citer plus un que l'autre, mais il y en a. Et ça coûte pas très cher et ça permet d'automatiser pas mal de choses. Même si, à mon sens, la meilleure relance, elle est quand même téléphonique encore aujourd'hui, et le mail peut permettre d'anticiper certaines choses, mais il est quand même assez efficace de passer un coup de fil à la bonne personne. Donc un dernier conseil aussi très 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 simple, hein, si la structure est un petit peu plus étoffée que juste l'entrepreneur tout seul qui lance sa boîte, et si vous avez des commerciaux, faites en sorte que les commerciaux aient aussi des contacts. Pas seulement au niveau commercial, mais qu'on arrive à choper assez facilement des contacts administratifs, parce que souvent quand on parle avec des grands groupes, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les problèmes d'étage, de numéro de bureau, c'est vraiment ça. Et on va se retrouver avec un commercial qui connaît son client, mais sans avoir la moindre référence de service comptabilité, etc. Or, pareil, la meilleure chose, et on reprend encore votre motto, hein, se parler pour mieux s'entendre, c'est exactement ça. C'est savoir parler, avoir une relation humaine avec son interlocuteur, ça crée quand même une facilité de communication et ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, tout ça pour dire que je pense que les problèmes de délai de règlement qu'on rencontre, parfois sont liés à de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté de certains groupes, en particulier dont un qui a été cité tout à l'heure, mais c'est comme ça, hein, il faut le savoir, et il faut si possible peut-être éviter de travailler avec ces gens-là. Mais derrière, c'est aussi au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entrepreneur, où il peut mettre en place des outils relativement simples qui vont lui permettre, en tout cas, de limiter la casse et d'avancer. Maintenant, je dis pas que c'est facile. C'est bien pour ça que je fais parfois appel à moi, hein, mais c'est pas forcément facile. Mais c'est tellement important de créer la relation humaine, elle est clé pour moi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Très bien. Merci beaucoup Xavier pour ces conseils vraiment pratiques. Moi, je le vois aussi au quotidien. Les adresses de la comptabilité sont des adresses génériques. C'est difficile d'avoir un retour. Donc, n'ayez pas hésité d'échanger avec votre chef de projet ou votre donneur d'ordre pour qu'il s'assure que ça se passe bien, que le relais est fait. Parce qu'une fois que c'est rentré dans l'abîme des sujets, de la compta, c'est un peu compliqué. Donc, ne pas hésiter. Moi, je le vois au quotidien et c'est vraiment un très bon conseil. Je vous remercie vraiment tous pour votre témoignage et vos conseils, vos bonnes pratiques sur les délais de paiement. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Thibaut.
On va vous remettre aussi les adresses pour la médiation et on pourra revoir en replay ces infos et ces conseils. Merci beaucoup. Du coup, nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde qui est aussi très importante et qui est consacrée au processus de contractualisation. Donc, on va écouter le témoignage d'un start-upper qui est Charlie Gall, le CEO de Envibe. Et donc, Envibe est une start-up qui développe une application qui utilise la position GPS pour guider une personne en situation de handicap visuel vers sa destination. Donc, je vous propose de découvrir Charlie et sa question. Bonjour à tous, je m'appelle Charlie, je suis fondateur et CEO de la startup Envibe. Alors N c'est pour navigation, Vibe c'est pour vibration, puisqu'on développe le premier GPS vibrant pour aveugles et malvoyants. L'objectif c'est de développer des outils pour accompagner les déficients visuels dans leur mobilité. Alors, la boîte elle a été créée en octobre 2018, donc il y a toujours juste 2 ans, et on est aujourd'hui 6 dans l'équipe. Alors nous, dès la création de Envibe, on a eu la chance de participer, de gagner un concours d'innovation organisé par un grand groupe. Ça c'était voilà, il y a un peu moins de 2 ans. Et l'objectif c'était de faire une petite démo avec l'argent du concours et puis ensuite faire un POC payant. Toujours payé par ce fameux grand groupe. Alors nous, on nous a demandé un devis, c'était aux alentours de octobre 2019. Puis pour la petite histoire, après de nombreuses péripéties, dont le coronavirus, ça a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé. Puis aujourd'hui, le contrat n'est toujours pas signé. Voilà, donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours multiplier les pistes de POC ou de contrat pour éviter de se retrouver coincé quand un contrat ou un POC prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, écoutez, à tout de suite pour la session de questions-réponses. À bientôt. Voilà, donc merci beaucoup à Charlie pour son témoignage. Je vous propose d'accueillir sur cette deuxième table ronde Stéphane Perrin, Thibault Langsade et Delphine Desgurs. Donc merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais commencer avec Stéphane Perrin. Donc, vous avez la charge du Startup Venture Hub de BPI France. La BPI met à dispo des startups et des grands groupes un deal mémo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quels sont vos conseils et bonnes pratiques? Bonjour à tous. Et merci d'avoir organisé cet événement du coup sur la contractualisation et les relations aux grands groupes startups. Donc, en effet, je m'appelle Stéphane Perrin et je travaille chez BPI France depuis déjà quelques années. Et donc, nous, plus particulièrement au Hub, on aide les startups et les grands groupes à travailler ensemble. Grands groupes, mais aussi ETI, PME. Et donc, il y a quelques années, on a vu que la collaboration pouvait parfois être compliquée. Et à partir de l'étape de la collaboration, il y a déjà tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Et la première chose à bien avoir en tête pour le contexte, c'est des choses qui ont déjà été dites un petit peu dans les autres interventions, c'est qu'on a une grosse différence de temporalité entre les startups et le corporate. L'échelle de temps est pas du tout la même. Typiquement, 6 mois pour un corporate, ça peut être le temps de mener un projet ou de se décider de lancer ou pas un projet. Pour une startup, 6 mois, ça peut être la différence entre la vie et la mort. Donc, une startup, elle va tout le temps mesurer son cash burn, elle va savoir ses dépenses et elle va savoir combien de temps elle va pouvoir tenir avant d'avoir besoin de faire une levée de fonds ou d'être rentable. Donc ça, c'est des choses à bien prendre en compte quand vous voulez faire un contrat avec une startup. Et donc, nous, au Hub, pour améliorer ces relations, on a travaillé sur le Deal Memo, qui est un document qui va reprendre un certain nombre de questions à se poser. Le but, c'est d'éviter au maximum les frictions, de se poser au plus tôt les bonnes questions, pour permettre de se concentrer sur une ambition partagée de création de valeur. Le but, c'est vraiment raccourcir le cycle de vente, puisque, encore une fois, le temps est clé pour la startup. Et donc, de passer plus de temps à développer la solution et la collaboration, plutôt que de négocier des points qui peuvent être bien anticipés. Pour répondre un petit peu à ce que disait Thibault, c'est très important de se mettre dans une collaboration gagnant-gagnant. La startup, elle a besoin du corporate pour se développer, pour avoir des contrats. Mais le corporate, lui aussi, il ne faut pas qu'il soit trop présomptueux. Il a besoin de la startup pour innover, pour être plus efficace, pour développer de nouveaux services. Donc, ça, c'est vraiment un mindset. Maintenant, sur les bonnes questions à se poser, comme le disait Xavier, la première des choses, c'est bien identifier les interlocuteurs, à la fois du côté startup, mais aussi côté corporate. Qui vont être les personnes qui vont gérer la relation, qui va être le sponsor, côté, au-delà des métiers,
Côté achat, qui sont les personnes qui vont suivre le contrat? Côté juridique aussi, éventuellement, identifier des partenaires clés qui vont pouvoir nous aider. Et donc, avoir bien identifié en amont toutes ces personnes, les avoir nommées, avoir leurs adresses email, parfois leur numéro de téléphone, c'est quelque chose qui va nous aider à se mettre dans un bon cadre pour la collaboration entre la startup et le corporate. Ensuite, quelque chose à définir, c'est vraiment la proposition de valeur. Donc, c'est savoir exactement ce que vous allez apporter, quel est le service attendu, quels sont les engagements côté startup, mais aussi côté corporate. Par exemple, le corporate peut s'engager à apporter une réponse en moins d'une semaine quand il est sollicité par la personne en charge du contrat côté startup. Quel est le modèle économique? Et donc là, ne pas avoir peur de parler d'argent, on en reparlera. Est-ce qu'il y a une exclusivité ou pas? Nous, on préconise plutôt de ne pas avoir d'exclusivité, puisque comme ça, la startup va travailler avec différents clients, elle va pouvoir apprendre de cette expérience, elle va pouvoir améliorer son service. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir quelque chose qui apporte vraiment beaucoup plus de valeur que si vous l'aviez développé vous-même. Donc parfois, certains corporates français veulent avoir une exclusivité sur la solution. La plupart du temps, à part si c'est quelque chose qui est vraiment cœur business, c'est pas la bonne solution. Ensuite, quelque chose de très important à avoir en tête, c'est de viser dès le début de faire un contrat et non pas un POC. En fait, beaucoup de startups aujourd'hui se disent je veux essayer de signer un POC et c'est quasiment l'objectif de signer un POC. En fait, non, dès le début, il faut avoir l'ambition de déployer. Donc, il faut se dire le POC, ça va être simplement une étape dans une négociation qui va être beaucoup plus longue avec un contrat à la clé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les KPI qu'on va suivre pour savoir si on va développer ou pas, passer au déploiement ou pas. Donc, anticiper toute cette phase-là, avoir notamment en tête le calendrier, avoir aussi un budget. Donc, pour les corporates, ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop de POC en parallèle, puisqu'il faut pouvoir suivre ce qui va se passer et donc être aussi disponible pour la startup. Et côté startup, c'est très important de bien savoir ce qu'elle apporte. Donc, dès le début, savoir est-ce que vous allez apporter du CA en plus, est-ce que vous allez aider le corporate à diminuer ses dépenses. Et donc, dès le début, on va viser de faire un contrat à long terme. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est certaines startups qui vont réussir à négocier des contrats de déploiement directement avec une phase de 3-4 mois où le corporate peut sortir du contrat, un petit peu comme une période de préavis. Et ce n'est plus un POC qu'on signe, mais c'est directement un contrat d'1 an avec 3 mois de test. Et donc là, ça permet de s'inscrire directement dans une période beaucoup plus intéressante et de se dire, on va viser des collaborations à long terme. On sait pourquoi on fait un POC. On ne fait pas simplement un POC pour tester la solution et on verra après. On sait exactement ce qu'on attend en termes d'objectifs, en termes de déploiement. Donc ensuite vient la question financière. Donc, on l'a déjà abordé sur la précédente table ronde, mais c'est extrêmement important pour la startup de valoriser ce qu'elle apporte. Un POC, c'est pas gratuit. Pour développer son POC, la startup va passer du temps, elle a besoin de ressources, elle a besoin d'une équipe pour développer son produit. Le cash, c'est vraiment l'oxygène de la startup. Donc là aussi, pour se positionner dans une relation gagnant-gagnant, il faut bien comprendre ça et aider la startup qui va avoir besoin de se développer. C'est un cercle vertueux. Si vous apportez du cash à la startup, elle va pouvoir développer son produit, vous allez avoir un service intéressant, et donc la startup va se développer. Et là, comme ça, vous allez aider à construire un partenariat fort et aussi à renforcer la startup qui va pouvoir grandir et vous apporter toujours un meilleur service. Comme le disait Thibaut, on a aujourd'hui des startups qui en France arrivent à se faire payer upfront. Donc par exemple, on avait un partenariat avec Finalcad et Eiffage. Ils ont directement signé un contrat de 3 ans et dès le début, Eiffage a accepté de payer 6 mois du contrat. Donc ça a permis à la startup de recruter des personnes, de développer le service, de faire de l'accompagnement, notamment de la formation, et donc de transformer cette première signature en succès. L'aspect intégration-formation, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc savoir qui va être en charge de ça, est-ce qu'on va passer par un cabinet externe, est-ce que c'est des équipes dédiées côté startup ou côté corporate. Donc, très intéressant de se poser bien les questions en début. En termes d'achat, est-ce qu'il y a une politique achat particulière à prendre en compte? Est-ce qu'il y a un besoin de référencement qui va prendre 2 mois? Est-ce qu'il y a justement des contraintes de dépendance économique? Et dans ce cas-là, est-ce que le corporate accepte cette dépendance économique qui va être temporaire, puisque le but de la startup, c'est de se développer et d'avoir d'autres clients? Est-ce que le corporate peut être rassuré peut-être avec des garanties qui peuvent être apportées par des investisseurs qui vont soutenir, qui soutiennent la startup? Donc ça, c'est des outils qui sont plutôt à la main des startups pour rassurer les corporates et dérisquer un petit peu cette contractualisation. Ensuite, on a des questions qui peuvent se poser sur la confidentialité, la propriété des données. Donc là, la startup, normalement, elle doit rester propriétaire de ses algorithmes, de sa technologie. C'est vraiment sa valeur et donc il faut qu'elle reste propriétaire de cela. Par contre, le corporate, lui, va rester propriétaire de ses données.
et éventuellement du résultat du traitement qui va être fait sur ces données. Un autre point qui peut être intéressant à aborder, c'est la communication autour du partenariat, du contrat qui va être fait avec la startup. La startup parfois peut être un peu fragile et donc a besoin de se développer. Elle va avoir besoin de trouver des nouveaux clients. Si vous signez avec une startup, mettez-vous tout de suite d'accord sur le fait qu'elle va pouvoir communiquer sur ce partenariat, qu'elle va pouvoir faire la promotion sur son site du fait qu'elle travaille avec vous, éventuellement des use cases clients pour montrer ce qu'elle vous a apporté avec des témoignages côté corporate. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va aider la startup à grandir, qui va créer de la confiance, qui va l'aider à trouver de nouveaux clients. Éventuellement, ça peut même l'aider à trouver de nouveaux investisseurs ou obtenir des prêts bancaires. Donc, encore une fois, ça va renforcer la startup et on se positionne dans un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, il y a tout un aspect déploiement. Donc là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais les grandes lignes du déploiement, ce qui est très important, c'est avoir en tête qu'il faut avoir absolument un sponsor. Un sponsor qui soit impliqué, qui ait de l'autonomie et du pouvoir pour pouvoir développer la solution. C'est lui qui, dès le début, va pouvoir vous aider à relativiser aussi les objectifs de votre contrat. Quand vous êtes une startup, vous pensez peut-être pouvoir déployer votre solution en 3 mois, alors que la personne en interne chez le corporate, lui, sait comment ça se passe avec les métiers. Lui va pouvoir vous dire, ça ne sera jamais fait en 3 mois, ça va être fait sur 9 mois minimum. Donc, relativiser un petit peu les objectifs, ça va vous permettre aussi de ne pas surpromettre et donc éviter un effet déceptif. Et c'est lui qui va pouvoir aussi débloquer des situations, vous faire des retours par rapport à l'utilisation de la solution en interne. Donc, très, très important ce rôle du sponsor. Ensuite, sur l'aspect déploiement, il y a tout l'aspect formation, accompagnement et stratégie de déploiement. Savoir par où vous allez commencer, avec quelles équipes vous allez commencer à déployer votre solution, avec quel pays éventuellement, savoir qui est disponible pour suivre cela, pour pouvoir faire un retour, montrer qu'il y a des progrès, et ensuite communiquer sur ces progrès en interne, puisque parfois on a des POC qui sont très intéressants, mais finalement s'il n'y a pas de sponsor, s'il n'y a pas de communication qui est faite en interne sur l'apport de cette solution, au moment de déployer, la décision peut être prise de ne pas le faire, puisqu'on ne va pas vraiment comprendre l'apport de la startup. Donc, très important en amont de bien communiquer la valeur, savoir ce qu'on apporte. Et voilà, tout ça, c'est pour se mettre dans de bonnes positions, pour essayer de signer le contrat et ensuite d'assurer un déploiement qui soit le plus efficace possible. Merci beaucoup Stéphane. Où est-ce qu'on peut trouver ce deal memo? Alors, en tapant BPI France, le hub deal memo, vous allez le trouver directement sur Google. Et on pourra vous envoyer le lien suite à l'intervention. Et je pourrais aussi vous envoyer le lien vers une masterclass spécifique sur le déploiement avec tous les aspects à prendre en compte sur ce déploiement. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Je souhaiterais passer la parole à Delphine Desgurs. Vous avez été directrice innovation du groupe La Poste et vous êtes lancée dans l'aventure Startup. Vous êtes aujourd'hui consultante en innovation digitale. Comment faire pour donner plus de visibilité aux startups dans ces process de contractualisation de votre point de vue? Merci Martine de m'avoir invitée. Donc effectivement, j'ai vécu l'aventure de l'Open Innovation ou de la relation grand groupe startup des deux côtés. Et j'ai vécu tous les différents cas qui ont pu être évoqués. De là, moi en tant que grand groupe, à mettre plus d'1 an pour effectivement aboutir sur un contrat, parce que d'un côté c'était les juristes, de l'autre c'était les achats, ça rentrait pas dans les process de l'entreprise. Et en tant que start-up, j'ai eu aussi deux cas de figure, et je vais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Stéphane Perrin. Pour moi, au niveau contractuel, vraiment, si j'avais eu un rêve, c'était de se dire, de changer complètement le modèle, l'approche POC, et c'est vraiment d'en finir avec ça, c'est de dire, je m'engage, on va faire, en fait, c'est effectivement d'être tout de suite dans des logiques de, on est là pour 2 ans, 2 ans, et on s'arrête si, c'est pas, on fait un POC et si ça marche, on verra, mais c'est, on s'engage dans cette transformation avec vous, parce que là, on vient pour un bénéfice, on vient pour apporter de la valeur ajoutée. Et dans un grand groupe, les choses mettent beaucoup de temps à démontrer la valeur ajoutée que l'on apporte, le temps que tout le monde s'engage, l'accompagnement du changement est long, etc. Et donc, c'est vraiment, bon, au bout de 3 mois, on s'arrête. Si, par exemple, moi, c'était vraiment, je créais des communautés de partage d'expérience, les gens devaient remplir des profils et se mettre en relation.
Bon, si personne ne remplit son profil, bon, au bout de 3 mois, on s'arrête. Après, on est sur d'autres objectifs, la mise en relation, les échanges. Donc, au fur et à mesure de l'expérimentation, en fait, tout le monde apprend, et nous, et le grand compte. Et donc, effectivement, moi, j'avais vraiment envie d'en arrêter avec le mot POC et de dire, on est là dans tel objectif et on va construire sur du long terme et on s'arrête si. Donc, j'ai eu un exemple avec un grand compte de l'industrie automobile où vraiment tous les process achats sont complètement verrouillés. Et du coup, oui, en fait, après, c'est ce que les directions d'innovation, il faut se le dire, peuvent négocier comme périmètre d'autonomie ou de liberté par rapport au process de l'entreprise. Et je les connais et je sais qu'il est extrêmement difficile de s'en affranchir. Et donc, du coup, en tant que directeur d'innovation, j'avais négocié un périmètre. Bon, c'était 20 000 euros. Beaucoup sont ça, où effectivement, on peut s'affranchir de contrats. Et parfois même, à un moment, j'ai réussi aussi à m'affranchir des conditions, à avoir des conditions de délai de paiement plus courts. Chez Grand Compte, par exemple, c'était pareil, un budget réduit, mais on pouvait quand même s'engager sur 1 an et avec un paiement upfront. Et ça, c'est quand même super intéressant. Dans un autre cas avec une mutuelle, bon, ils étaient vraiment dans la logique POC. Et dans la logique POC, donc oui, ils ont décidé très rapidement. Ils ont fait un contrat très rapide parce que c'est ce qu'ils avaient négocié comme périmètre d'autonomie, mais c'était 3 mois et on payait un coup la moitié avant, l'autre moitié après, et une fois, et donc c'était et après on verra. Et le problème du après on verra, ce périmètre d'autonomie de POC, c'est que après on verra, ça veut dire qu'on passe dans une autre dimension d'achat, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce périmètre, donc là oui, on repart sur les dimensions de appel d'offres, mise en concurrence, on doit passer à la moulinette, monter tous nos antécédents, où est-ce qu'on est né, notre capacité de trésorerie, etc. Et là, du coup, on tombe dans le trou noir. Donc dans les faits, si vous voulez, c'est voilà, il y a des difficultés à travailler avec des grands comptes. Quand on est même une start-up et qu'on est avec un VC et qu'on dit notre cible c'est un grand compte, on attend de POC en cours en expérimentation, ils poussent des hauts cris en disant ça prouve rien. Quelle est votre traction? Quand on est un grand compte, très difficile de prouver les tractions parce que effectivement c'est long de contractualiser. Résultat des courses, aujourd'hui, quand on voit des start-up en B2B, en SaaS, elles vont vous dire « je cherche des scale-up, des scale-up, des scale-up ». Personne ne veut plus travailler pour un grand compte ou à la limite, on se dit c'est pour une expérimentation, pour une référence, mais pas plus. Donc, il y a vraiment un enjeu à fluidifier, enfin, je pense un enjeu mutuel, hein, parce que moi, des startups, avec qui j'avais pu bosser, elles m'ont toujours dit écoute, tu as été ma meilleure référence, c'était extraordinaire ce que j'ai pu faire après. Même celle avec qui on a mis 1 an pour contractualiser, voilà, après elle m'a dit écoute, on a fait une expérimentation, bon, on a mis 1 an, mais on a fait effectivement 2 ans d'expérimentation. On a mis 1 an pour 2 ans, quoi, c'est un truc de dingue. Mais bon, ça leur a donné des références, ils se sont valorisés après de façon extraordinaire. Mais c'était clair qu'on n'était pas que leur marché. On avait du coup mis en place une relation, une expérimentation un peu spécifique. Donc oui, il y a un enjeu très fort à fluidifier ces modèles contractuels. Il faut savoir que voilà, c'est pas qu'il y a des modèles extrêmement contraints dans les grands groupes autour de la direction des achats. Voilà. Pour moi, j'ai vécu SAP comme un cauchemar, je le dis très souvent aussi. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on s'en affranchit? Les directions d'innovation arrivent à se donner un périmètre de liberté. Et je pense que le travail de la BPI ou de ces acteurs-là est fondamental pour peut-être même donner des exemples de contrats. Et un exemple pour moi, c'est effectivement un POC, c'est plus 3 mois, quoi.
c'est une expérimentation. On s'engage sur un an. En tout cas, pour un grand groupe, c'est pas possible. Ok, c'est ce que tu peux faire pour une scale-up. Tu dis, on voit même, on peut faire un mois. La scale-up, elle paye, elle arrête, elle continue, elle peut mobiliser toutes les équipes pour le faire. Un grand groupe, non. On ne démontre rien en moins d'un an. Donc, d'où des contrats d'engagement. Et oui, ça veut dire que c'est la mort un peu de ces espèces de pitch contest où on dit vous gagnez un POC, on ne sait même pas quel POC, on ne sait même pas si les gens sont engagés là-dessus. Et c'est un POC de 3 mois, quoi. Il faut considérer le travail avec les startups comme quelque chose de sérieux sur lequel, oui, il y a beaucoup d'engagement et on le sait au niveau de l'entreprise pour mobiliser les équipes, la direction de l'innovation s'expose. Mais la start-up prend aussi énormément de risques. Donc, c'est un deal d'1 an. Ça, c'est pour que chacun apprenne aussi. Pour plus qu'on parle dans un VC, on fait des start-up, on dit, ben voilà, je suis en déploiement, on est en montée en compétences, on a des critères d'accompagnement et de succès. Et du coup, c'est plus les mêmes discours. Voilà. Donc, vraiment, c'est cette logique, on s'arrête si, et non pas on continue si. Très bien, merci beaucoup Delphine pour ce témoignage. Du coup, je pose la question à Thibault Langsad, CEO du groupe Juve. Quels conseils avez-vous à donner aux startups sur les processus de contractualisation? Bon, d'abord, ce qui vient d'être dit à la fois par Stéphane et par Delphine sont extrêmement forts et ils montrent une fois de plus que les choses ont fortement évolué dans le bon sens. Et c'est vrai que la Poste a été pionnier dans des comportements vertueux vis-à-vis des entrepreneurs. Le premier point de recommandation, c'est d'être extrêmement méfiant sur des projets collaboratifs. Projet collaboratif, s'il ne donne pas lieu à un business model, s'il ne donne pas lieu à une dynamique économique, c'est extrêmement dangereux, ça risque d'être une perte de temps. Souvent, quand on est une jeune entreprise, on a envie de s'adosser en tout cas à un grand groupe sur du développement, parce que ça permet d'alourdir le track record de l'entreprise, ça permet d'espérer un partenariat plus puissant. C'est extrêmement tout ce qui a été dit. Il y a 2 points. Ce qui relève du droit des contrats, j'ai envie de dire ça, c'est l'apprentissage économique qui doit permettre de pouvoir correctement ficeler un contrat. Donc là, si on ne sait pas faire, c'est recours à un conseil juridique, prendre des templates, le faire nous-mêmes et après le faire valider à un acteur juridique. Ça permet voilà, de se caler. Et puis, ce qui relève du développement, moi je salue l'initiative qui a été faite par BPI de pouvoir cadrer, et c'est la première fois que je vois un template qui est aussi qui répond aussi bien finalement à la demande de l'entrepreneur, qui permet de bien sortir un partenariat et qui permet de bien comprendre le business model à terme et de savoir très exactement là où on s'engage. Donc je recommande moi d'être extrêmement vigilant sur les projets collaboratifs. Alors les pôles de compétitivité adorent ce genre de projet. Souvent, ça peut être alléchant parce qu'il y a du financement à la clé et les acteurs mettent de l'argent, donc c'est peut-être l'occasion de développer un POC, mais c'est aussi un risque de se diluer dans un projet tentaculaire. Et quand on est une petite entreprise, c'est aussi un danger parce que ça met en vitrine, on va dire, les savoir-faire de l'entreprise. Voilà les 2 points. Un peu de méfiance quand même quand on est entrepreneur parce que c'est dilutif, on perd du temps. Il faut aussi se focaliser sur l'amont. Et si on contractualise quelque chose, notamment avec la POC, comme ça a été parfaitement bien dit, c'est pour voir grand, pour s'assurer derrière qu'il y a une réplicabilité de la solution et pas un coup pour jouer, un pour pouvoir qui en plus pourrait nous mettre en danger sur le savoir-faire métier si il n'est pas brevetable, l'idée et la mise en scène de l'idée. Très bien, merci beaucoup Thibault. Je ne sais pas si Stéphane, Delphine, vous voulez ajouter quelque chose ou pour conclure, je te voyais écrire Stéphane. Donc. Et pour répondre à ce qu'a dit Delphine et aussi Thibault, je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes à essayer de prendre en compte et des petites astuces aussi, même sur la partie contractualisation. C'est important de se donner de la flexibilité, aussi bien côté startup que côté corpo. Donc, signer tout de suite un déploiement, mais avec des portes de sortie, c'est plus intéressant que de signer un POC et ensuite aller négocier un déploiement. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, par exemple, dans la façon de voir le contrat. Si vous voulez signer un contrat à 500 000 euros, plutôt que de signer un chiffre d'affaires, un montant brut de 500 000 euros, déployez plutôt un contrat où vous allez vous mettre d'accord sur un prix par utilisateur de 5 euros avec un objectif de déploiement sur 2 ans de 100 000 utilisateurs.
c'est quelque chose qui va vous permettre de donner un cadre. Mais si jamais vous explosez votre déploiement et que vous avez 300 000 utilisateurs au bout d'un an, finalement, vous aurez plus de chiffre d'affaires et vous aurez passé des barrières qui auraient peut-être été beaucoup plus compliquées à passer autrement. Un autre point pour répondre un petit peu à ce que disait Thibaut aussi, c'est important de savoir couper vite. Si vous voyez que certaines relations n'avancent pas, que certains POC ne fit pas finalement avec le corpo, ça peut venir du fait que le corpo n'est pas adapté à votre solution ou du fait que votre solution n'est pas encore assez mature. C'est important d'arroser les belles plantes et de couper rapidement les mauvaises herbes. Donc, passer du temps sur les contrats qui peuvent être intéressants, couper rapidement les autres. Et enfin, c'est important de ne pas se laisser emporter par le corporate qui peut vous emmener sur une voie qui n'est pas du tout celle que vous aviez prévue. Si vous avez, vous, une roadmap produit, posez-vous toujours des questions de savoir pourquoi vous allez développer des solutions ou pas en fonction des demandes et pas devenir une agence de développement pour le corporate. Et le dernier point que je dirais 3 fois pour les corporates, pour les startups, c'est vraiment valeur. Particulièrement dans cette période de Covid, posez-vous la question de quelle est la valeur que vous apportez. Et si vous voyez que la solution patine, que les discussions patinent avec le corporate, mettez-vous d'accord sur pourquoi vous apportez de la valeur et qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça pourrait être une réponse à ce que disait Charlie. Lui, il a gagné un contrat. S'il a gagné un contrat, c'est que certaines personnes ont pensé que c'était intéressant, que ça pouvait créer de la valeur. Donc, mettez-vous d'accord sur le fait que la solution apporte de la valeur. Et à partir de là, vous pouvez voir comment la mettre en place chez vous. Merci beaucoup Stéphane pour ces dernières remarques très utiles. Nous arrivons à la fin de ces 2 tables rondes. Je voulais vous remercier tous d'avoir participé, d'avoir donné vos conseils en toute transparence pour aider les startups, mais aussi faire comprendre ces enjeux-là aux grands groupes. Merci beaucoup. Je tenais à remercier le MEDEF et le Startup Leadership Programme pour avoir organisé aussi ce panel d'interlocuteurs. Merci beaucoup à Eric, Arthur, François, Alexandre. Vous allez pouvoir retrouver ce replay de webinaire sur les réseaux et n'hésitez pas à faire partager autour de vous aux startups, accélérateurs, incubateurs que vous connaissez. C'était plein de bons conseils. Donc je vous remercie et à bientôt. Au revoir.